L'idée, c'était de faire des rencontres un peu informelles sur les sujets en rapport avec Oscar Wilde et un projet de recherche interdisciplinaire que l'on connaît probablement, qui est dont la Leading House et au laboratoire Coros à l'EPFL, qui essaye de réfléchir à ce que pourrait être un monde sans voiture. Donc ce n'est pas un projet idéologique ou utopique, c'est plutôt un projet de simulation scientifique. Donc dans ce cadre, je suis allé au Brésil il y a quelques mois pour me demander si, même dans un pays comme le Brésil, l'idée d'un post-car world peut avoir un sens dans la mesure où le Brésil, parmi d'autres, hein, mais très clairement, est plutôt un car world depuis toujours, depuis que la voiture existe. C'est un pays que je connais un peu, et donc j'ai reparcouru un certain nombre de lieux en posant cette question, sachant que une des raisons qui m'avait attiré au Brésil, c'est que entre les Jeux Olympiques, le Mondial de football et puis d'autres petits événements, on avait l'impression qu'il se passait des choses dans ce pays. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai voulu vérifier. Est-ce qu'à l'occasion de ces événements, on pouvait déceler des inflexions dans les pratiques, dans les politiques publiques? Alors, une première chose que j'ai voulu voir, c'est revoir Brasilia. Donc Brasilia a été construite de toutes pièces à la fin des années 50 par une décision politique, donc de déplacer la capitale de Rio dans une ville nouvelle. Et donc, on peut l'associer très clairement avec l'urbanisme du mouvement moderne. Hein, donc, Lúcio Costa et Oscar Niemeyer ont été les personnalités les plus proéminentes de cette construction. On peut effectivement repérer Brasilia comme une ville donnant dès le début une place importante à la voiture. Donc c'était important de voir qu'est-ce qui avait pu évoluer. Alors, comme vous savez, il y a de très belles réalisations architecturales à Brasilia. Hein. C'est tout le problème de la contradiction dans le mouvement moderne entre une architecture qui a peu vieilli et un urbanisme plus problématique. Et donc, là, en fait, on est au centre de Brasilia, au centre du plano pilote, de la partie planifiée par Lúcio Costa. Et en fait, ce centre, c'est un échangeur d'autoroutes. Hein. En fait, c'est le croisement de deux axes, un qui s'appelle Eixo Rodoviário et un qui s'appelle Eixo Monumental, qui est comme ça. Et donc c'est quand même intéressant d'avoir une ville dont le centre géométrique et le centre monumental est un croisement d'autoroutes en trèfle, hein, vous voyez, avec des rampes. Donc ça c'est des vues de l'Eixo Rodoviário, donc d'un axe qui traverse la partie la plus résidentielle. Et donc, en fait, c'est difficile à photographier, hein, mais il faut que vous imaginiez une autoroute qui fait à peu près 14 voies et où les voitures roulent à peu près à 80 km/h. Comme il y a peu d'embouteillage, elles roulent effectivement à 80 km/h et il n'y a pas de feu rouge. Il y a simplement un tunnel de temps en temps pour les piétons, mais ils sont assez espacés. Donc en fait, si vous êtes piéton, vous ne pouvez pas en gros aller d'un côté à l'autre, à moins de risquer votre vie.
Donc, là, vous avez une vue de l'axe monumental, hein, donc, avec au fond les bâtiments, donc à gauche les ministères, il y a la même série à droite, et puis au fond, donc, la place des trois pouvoirs, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, et la Cour suprême de justice. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un urbanisme de dalles avec un niveau, le niveau où il y a les voitures, qui est extrêmement peu valorisé, avec même, vous voyez dans ce cas-là, un désintérêt total pour les bâtiments qui se trouvent dans la mauvaise zone de hauteur. Et puis quelque chose quand même qui est très particulier à Brasilia, qui est la spécialisation fonctionnelle. Hein, donc ce qui se passe aussi dans le zoning des villes nord-américaines les plus récentes, là ça a été planifié comme étant un progrès. Hein. Il faut se souvenir que Lúcio Costa et Oscar Niemeyer étaient communistes, et que néanmoins, non seulement ils ont planifié une séparation des fonctions, mais ils ont aussi planifié une séparation socio-économique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers pour les riches, des quartiers pour les moyens, des quartiers pour les pauvres. Donc ça n'a pas créé de dissonance cognitive majeure pour eux d'avoir une ville qui s'emploie par tous les moyens à créer de la séparation. Et donc évidemment à Brasilia, la relation entre le manque de densité, le manque de diversité et la place de l'automobile, elle est frappante, donc 50 ans après. Simplement, la nuance qu'on peut apporter, c'est que Brasilia n'est pas seulement le plan pilote. Donc, dès le début, en fait, les gens les plus pauvres ne pouvaient pas trouver place dans ce schéma d'ensemble. Et donc, il y a eu des favelas qui se sont développées à l'extérieur de la ville. Et c'est intéressant de voir ce qui a changé donc dans la relation entre Brasilia officielle, disons, et sa périphérie. Alors d'abord, là on est dans le centre, mais avec une gare routière. Donc c'est un lieu d'animation, c'est un lieu de métrique pédestre, on peut dire. Le seul lieu assez agréable à mon goût du centre, parce qu'il y a des gens, il y a des petites boutiques, il y a des petits restaurants. Il y a le métro aussi, donc il y a 2 lignes de métro qui dessert donc différentes périphéries. Donc en gros, on a une périphérie pauvre qui s'est un tout petit peu enrichie avec une favela, disons, haut de gamme, hein, donc de l'autoconstruction, mais de l'autoconstruction assez élevée et puis d'une certaine qualité. Donc c'est une sorte de ville un peu anarchique. Là ici c'est un gros morceau qui s'appelle Ceilândia, avec énormément d'églises. Le Brésil populaire, le paysage urbain du Brésil populaire se caractérise par l'existence d'une multitude d'églises chrétiennes, mais évangéliques. Et donc effectivement il y a en gros 3 types de magasins: église, lavage ou vidange de voitures et épilation. C'est ça les 3 principaux. Donc il y a les hommes, les femmes et les âmes qui sont, dont on s'occupe dans ces quartiers. Et il y a donc un certain désordre, mais il y avait aussi des petits centres villageois qui sont devenus plus urbains. Et quand on ajoute une station de métro comme ici, on a finalement un espace public assez intéressant qui commence à être valorisé, donc dans la partie plutôt populaire de la périphérie. On a aussi des aménagements pour les cyclistes, en fait, dont profitent les piétons. Et ça, c'est une caractéristique intéressante du Brésil post-automobile, on pourrait dire, c'est que les cyclistes sont bien traités, alors même qu'il y en a peu, en partie parce qu'il fait chaud souvent au Brésil, et que c'est
pas forcément l'endroit où on peut s'imaginer que le vélo va prendre un énorme essor. Néanmoins, il y a beaucoup d'espaces dédiés, de pistes cyclables, d'espaces dédiés au vélo, et là, les piétons, en fait, usurpent un peu. Ils ont un trottoir qui est moins agréable, mais ils vont sur la piste cyclable. Une autre caractéristique de la périphérie, c'est des espèces de no man's land typiques, justement, de l'urbanisme séparateur. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, vous avez vu comment ça pouvait être et comment c'est encore, par exemple à Johannesburg, la séparation entre la ville et puis les townships comme Soweto, c'est un no man's land qui avait une fonction là quasiment militaire, hein, d'empêcher les Noirs de sortir de leur domaine réservé. Et en fait, à Brasilia, il y a beaucoup de place. Il y a aussi des zones où il y a par exemple des lignes à haute tension, et donc ça peut justifier qu'on n'y construise pas, mais ça n'explique pas que il y a notamment entre les quartiers riches et les quartiers pauvres, là c'est vu d'un quartier pauvre vers un quartier riche qui s'appelle Aguas Claras, c'est qu'on va voir d'un peu plus près, il y a une volonté claire d'éviter que les pauvres se retrouvent par inadvertance près des riches. Alors, la chose peut-être la plus étonnante, c'est le fait que la classe moyenne supérieure et la classe supérieure a plutôt tendance à sortir du plano pilote et à s'installer dans un espace plus dense, qui est assez caractéristique en fait du Brésil et dans une certaine mesure de l'Amérique latine, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle donc la verticalisation, qui est que, en partie, pour une part importante pour des raisons de sécurité, les gens les plus aisés choisissent de s'enfermer, mais pas dans des maisons individuelles, mais dans des immeubles, parce que ça leur permet de mutualiser un service d'immeubles, et notamment de sécurité, qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils étaient dans des maisons isolées. Donc c'est un peu le paradoxe pour un Européen, disons, classique, ou même pour un Nord-Américain, hein, où habiter dans un immeuble, sauf à New York, c'est plutôt mauvais signe, et en termes de statut social. Et au contraire, au Brésil, il n'y a pas qu'à Brasilia que c'est comme ça. Mais ce qui est très impressionnant donc dans cette zone-là, vous voyez la station de métro en bas, c'est la concentration extraordinaire d'immeubles qui font souvent une vingtaine d'étages, avec une très forte densité, donc des rues relativement étroites, qui contrastent de façon très nette avec le plano pilote, qui est extrêmement étalé, avec beaucoup d'espaces verts, des systèmes de plots, alors que là on a des systèmes de rues, pas beaucoup de commerce au rez-de-chaussée, mais quand même quelque chose qui rappelle davantage, disons, une ville européenne, ou disons une ville américaine de la première génération, hein, donc vous voyez avec l'usage du français qui veut dire que c'est cher, et donc des Skyfest, l'anglais aussi. Hein, donc, la bourgeoisie brésilienne a souvent des appartements, pas seulement à Brasilia, hein, qui font 1000 mètres carrés, qui font un étage entier. Il y a souvent des piscines, des services très très intéressants, qui pourraient d'ailleurs inspirer l'urbanisme ailleurs, hein, parce que je trouve que ça fonctionne assez bien, sans être aussi luxueux, mais le fait d'organiser des services à l'habitat au niveau de l'immeuble, au Brésil, ça fonctionne très bien. Donc une espèce de recréation des quartiers centraux des grandes villes brésiliennes en marge de la ville de Brasilia. Donc c'est en pleine expansion, hein. Il n'y avait pas grand-chose il y a une dizaine d'années dans cette zone-là. Donc c'est une évolution, mais qu'on peut considérer comme latérale, oblique, hein, donc qui n'est pas une reconfiguration du plan pilote, et donc ça pose la question de la réversibilité du mouvement moderne. Hein. On n'a peut-être pas eu une volonté farouche de changer les choses, mais c'est quand même intéressant de voir que ce qui a changé, ça a plutôt changé sur les marges que
dans une zone où pourtant il y a beaucoup de surfaces qui sont peu occupées. Hein, donc c'est pas à proprement parler la disponibilité. Hein. On sait bien que dans les villes qui ont été affectées par le mouvement moderne, le problème est plus le vide que le plein, hein, comme par exemple à Berlin-Est ou dans les villes d'Europe de l'Est. C'est plutôt ça le problème, c'est qu'il y a trop de vide et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc, d'une certaine façon, le centre de Brasilia, c'est ça. Et finalement, l'action urbaine, que ce soit qu'elle soit publique par l'affectation des sols ou par les choix des habitants, elle préfère se situer à l'extérieur que de reconfigurer l'intérieur. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe à São Paulo et à Rio. Donc, avec comme fil conducteur hein, cette idée que, bien sûr, j'ai fait une sélection de choses qui me paraissent nouvelles, intéressantes, mais que ça va clairement dans le sens de ce que j'ai appelé une culture émergente de l'urbanité, émergence d'une culture de l'urbanité. Alors, d'abord, deux exemples un peu symboliques. Ça, c'est un elevado, donc un viaduc autoroutier dans le centre de São Paulo, qui est libéré des voitures le week-end. Et il y a une décision de principe qui a été prise, qui est de le démolir bientôt. Et il y a déjà des agents immobiliers, là, quand j'y étais ce jour-là, un dimanche, un agent immobilier qui est venu me proposer un appartement au bord de cette autoroute en me disant que oui, la décision était prise et que ça y est, ils avaient la parcelle, ils avaient un projet déjà très engagé. Parce qu'évidemment, vous imaginez que quand il y a les voitures, c'est complètement sinistré comme endroit. Et il y a aussi des zones qui sont en dessous, en contrebas du viaduc et qui sont pas très agréables. Donc on voit aussi que São Paulo a un patrimoine architectural intéressant, comme une grande partie du sud de l'Amérique latine. Il y a eu beaucoup de constructions dans la première moitié du XXe siècle, à une époque où il y en avait peu en Europe. Et donc, c'est assez intéressant, le contraste, le décalage est intéressant, et c'est une architecture aussi de grands immeubles. Hein. Il y avait déjà beaucoup de gratte-ciel assez banals, résidentiels, ou d'immeubles assez élevés, et donc c'est vraiment intéressant, et donc, sur le bord de Minucam, il pourrait très bien être valorisé. Mais pour le moment, évidemment, le prix du sol est très faible, donc c'est plutôt des pauvres qui y habitent. À la fin de 2013, il s'est passé ceci. Donc on a détruit un autre viaduc autoroutier qui se trouvait sur les marges du centre de Rio. Qui s'appelle Parametrade. Et c'est le point de départ d'une rénovation assez en profondeur du centre de Rio, qui a un peu commencé pour le mondial et qui va s'approfondir pour les Jeux Olympiques donc de 2016. Donc je trouve ces deux petits événements sont assez symboliques du fait que réaménager ou détruire des autoroutes au centre-ville, c'est populaire, c'est légitime. Donc les autorités publiques ne prennent pas de risques en faisant ça, c'est dans l'ensemble approuvé. Je dirai un mot sur les critiques de ce genre d'opération à la fin, mais
dans l'ensemble, ça marche, et ça, c'est déjà en soi une information intéressante. Deuxième élément qui a frappé mon attention, j'étais venu un certain nombre de fois déjà à São Paulo depuis les années 80, et le réseau de transport public ferré était extrêmement squelettique. Or, ce qui maintenant a été fait, vous voyez une piste cyclable sur le bord là, il n'y avait pratiquement personne, hein, et pourtant c'était le week-end, et il faisait assez chaud, mais bon, comme d'habitude, à São Paulo il peut faire plus frais en hiver, donc notre été, là c'est quand même l'été, donc il faisait assez chaud. Et donc il y a eu quelque chose qui est assez intéressant, qui est une connexion entre deux composantes des transports ferrés, donc le métro et le CPTM, qui étaient en gros les trains de banlieue. Et donc il y a eu une unification par l'aménagement de correspondance avec des infrastructures pour les passagers de bonne qualité, donc qui donnent envie d'en profiter, hein. Et donc si vous comparez, voilà le réseau de São Paulo dans les années 80, celui-là à gauche c'est actuellement, et voilà ce qui est prévu pour 2030. Donc on dirait qu'enfin, on pourrait dire qu'enfin, en 2030, São Paulo, hein, qui est quand même une agglomération qui est proche de 20 millions d'habitants, hein, donc c'est pas une petite ville, donc elle va avoir des infrastructures à peu près à la hauteur, disons, qui se rapproche de ce qu'on peut attendre d'une ville de cette taille. Vous imaginez que dans les années 80, il y avait déjà beaucoup d'habitants à São Paulo. Donc on revient de loin, et il y a eu une stagnation très longue de la construction. Il n'y avait pas de majorité. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'entre-temps, la gauche était arrivée au pouvoir au Brésil et à São Paulo, et la première maire de gauche de São Paulo ne s'est absolument pas intéressée au transport, hein. Elle s'intéressait, disons, aux pauvres, hein, ce qui peut se comprendre, hein, d'ailleurs, mais pas du tout à des biens qui auraient pu servir à toute la population. Donc c'est un processus, je dirais, de deuxième génération politique qui correspond aux années de présidence de Lula, où il y a eu une très forte mobilisation des ressources publiques, une augmentation des prélèvements obligatoires assez spectaculaire, donc qui a, disons, social-démocratisé un peu le Brésil, mais finalement pas des politiques très claires en matière de transport public, et c'est donc plutôt des initiatives locales qui ont fait que il s'est passé quelque chose à São Paulo. C'est moins net d'ailleurs à Rio, et encore moins dans les autres grandes villes. C'est vrai qu'il y a l'exemple qu'on cite souvent de Curitiba, qui a consisté à installer un bus sur des voies réservées, donc une manière de créer un transport en site propre à haut débit à prix réduit, hein, et donc beaucoup de grandes villes ont imité cela, mais finalement ça n'a fait que résoudre un problème d'urgence, mais ça n'a pas été une vraie stratégie de reconquête de part de marché pour le transport public. Donc c'est plutôt dans des villes comme São Paulo et un peu Rio qu'on voit des choses vraiment significatives se produire. Donc là vous voyez un exemple de gare double, hein, à la fois métro et CPTM. La station, il y a deux stations qui sont bien connectées, donc qui poussent à traiter l'ensemble du réseau comme étant une seule et même chose, ce qui n'était pas du tout le cas, parce qu'en gros, le CPTM, c'était pour les très pauvres. Les gens qui prennent le train au Brésil, c'est des trains de banlieue en général, et c'est vraiment ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Donc il y a eu une espèce de revalorisation de l'image, hein, de ces trains-là, qui ne sont plus honteux à prendre, qui ne sont plus un signe de déchéance sociale, et c'est intéressant de voir que c'est un peu ce qui s'est passé dans les métros des grandes villes européennes dans les années 70 ou 80, où
on a dit, enfin le mouvement se faisait en partie spontanément, mais il y a eu aussi des campagnes à Londres ou à Paris pour dire que le métro c'était bien, c'était snob même, éventuellement. Et donc c'est, sans aller jusque-là, on voit clairement que les politiques publiques de signalétique, d'image des transports publics jouent un rôle dans la légitimation du réseau, ne serait-ce que la carte, ne serait-ce que cette carte-là, en fait, hein, qui n'existait pas. Le fait de présenter de la même façon, avec le même type de couleur, les deux réseaux, ça c'était, je dirais, un petit coup politique relativement récent. Alors, une petite parenthèse intéressante, parce que j'étais à Rio au moment du réveillon, comme on dit en portugais, et donc j'ai assisté à un événement intéressant qui est justement le réveillon sur la plage de Copacabana, avec le fait qu'on a vraiment un rassemblement de une large palette de la diversité sociale de la ville sur la plage pour assister au feu d'artifice à minuit. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans une ville qui a la réputation d'être très violente, il n'y a aucune violence, il y a une très grande bienveillance, tout se passe très bien, en partie parce qu'il y a une très forte présence disons, d'agents de police les plus divers, de différents groupes policiers, qui organisent les déplacements, qui sécurisent les foules. Et c'est par exemple une technique consistant à vendre des tickets de métro pour une heure précise pour aller au feu d'artifice. Donc vous achetez un billet qui est valable de 22h à 23h par exemple, ou de 21h à 22h. Sinon il n'est pas valable, ce qui évite la surcharge de la seule ligne de métro qui dessert la plage. Et du coup on a ce mélange social hein, qui n'est quand même pas très courant, y compris dans le métro, avec le métro lui-même transformé en lieu de pas de beuverie, mais de fête. Hein. Vous voyez ces gens qui boivent du champagne dans le métro, même à Lausanne, c'est pas si courant, hein, je crois. Le métro de Lausanne est beaucoup plus dur que le métro de Rio, en tout cas à ce moment-là. Alors, dans le cas particulier de Rio, il y a quelque chose de plus que n'a pas São Paulo, qui est le fait que Rio est une ville ancienne, hein, qui a 450 ans, et qui a été la capitale du Brésil, et qui a connu plusieurs phases de développement, donc avec un patrimoine architectural très divers et très intéressant, notamment de tout le XXe siècle en fait, et qui a aussi de l'architecture donc du mouvement moderne, parfois remarquable. Ça c'est le siège de Petrobras qui a des petits problèmes de corruption en ce moment, mais ça n'empêche. Et donc un patrimoine qui n'est pas encore valorisé, hein. Donc il y a beaucoup de quartiers du centre qui sont des quartiers pauvres et qui pourraient être valorisés hein, avec l'avantage de ce que les chercheurs nord-américains appellent le rent gap, hein, le fait qu'il y ait des loyers très faibles et que donc on peut rentabiliser très vite des quartiers entiers. Et il y a aussi, Rio a été une ville industrielle au portuaire, et l'un des quartiers qui va complètement changer, c'est le quartier du port, là où il y avait justement le paramétral, parce qu'il y a plein d'immeubles industriels, d'entrepôts qui ne servent plus à rien et qui sont disponibles. Du coup, Rio est en train de devenir une vraie ville touristique, hein, pas seulement ses plages, mais aussi ses vieux quartiers. Et finalement, on a un espace public simple et de qualité, y compris dans les quartiers les plus pauvres. Hein, donc,
j'ai hésité, j'avais deux photos, soit je vous montrais seulement les gens qui sont attablés devant un café, soit je vous montrais aussi l'homme qui dort et qui probablement n'a pas beaucoup de lieux où dormir. Je pense que c'est ça aussi Rio, c'est-à-dire que les gens qui sont les plus pauvres ne sont pas expulsés de quartiers qui peuvent être aussi intéressants pour finalement l'ensemble de la population parce qu'ils sont agréables, il y a des rues où on peut marcher, il y a des cafés. Et donc je pense que ça c'est un domaine où la progression va être très claire dans les années qui viennent. Et donc très logiquement, il va y avoir la construction d'un petit réseau de trams, enfin donc d'un vrai petit réseau de trams, puisqu'il y a 6 lignes qui sont prévues, dont une qui va desservir l'aéroport, l'aéroport intérieur, qui dessert les vols intérieurs, l'aéroport intérieur à la ville qui dessert les vols domestiques intérieurs. Et donc, on va avoir une valorisation du centre qui est quelque chose d'assez nouveau au Brésil. À São Paulo, il y a toujours des gros problèmes pour rendre intéressant, attractif des quartiers, comme par exemple celui de la gare centrale qui s'appelle Luz, qui sont des repères de trafic de stupéfiants, de gens extrêmement pauvres, de sans domicile. Et ça fait des années que le gouvernement local essaye de faire quelque chose en installant des musées, d'autres attracteurs culturels, et il n'y arrive pas vraiment. Donc on a bien l'impression que là, dans le cas de Rio, le patrimoine urbain, notamment à la fois patrimoine architectural et tramviaire, sont un atout, comme ça a pu fonctionner, si vous regardez l'évolution comparée des villes européennes et des villes nord-américaines dans les années 70, 80, 90, vous voyez que ce patrimoine urbain a empêché les centres des villes européennes de s'effondrer, et alors même que dans les villes nord-américaines, notamment les plus industrielles, là l'effondrement avait lieu, comme par exemple finalement à Detroit, mais il n'y a pas que Detroit, Buffalo, Cleveland, Pittsburgh aussi énormément souffert. Donc on voit que là, Rio est une ville qui serait... Alors São Paulo, comme c'est une très grande ville et qu'il se passe des choses, comme je vous l'ai montré, elle n'est pas l'exemple inverse complet, mais dans les autres grandes villes du Brésil, avoir un centre mixte, donc qui ne soit pas que un ghetto pour les pauvres, ce n'est pas du tout évident. Alors, le dernier élément spectaculaire, tant à Rio qu'à São Paulo, c'est le fait que le développement des transports publics contribue à désenclaver les favelas. Donc, vous connaissez le phénomène de l'habitat informel en Amérique latine, donc qui n'est pas du bidonville au sens où ce ne sont pas forcément des constructions précaires dans leur solidité, c'est du dur. Mais c'est un habitat qui a été souvent initié par une invasion, donc un habitat illégal, et qui ensuite a été plus ou moins légalisé avec des formes un peu intermédiaires entre, disons, un parasitage total des services et un paiement. Donc il y a des situations intermédiaires, une mauvaise qualité de service globalement, et une concentration de pauvres. Et dans le cas du Brésil, mais c'est le cas aussi dans beaucoup de villes latino-américaines, beaucoup de violence, une domination des trafiquants de drogue, notamment, comme partout dans le monde, le crime organisé, c'est d'abord la drogue. C'est pour ça que, petite parenthèse, faisons comme Pepe Mujica, dépénalisons toutes les drogues et nous dégonflerons les violences, l'essentiel des violences et l'essentiel des fonds du crime organisé. Mais c'est pas le cas encore, à part en Uruguay et
quelques pays. D'ailleurs, en général, c'est seulement le cannabis, hein, mais c'est déjà un gros morceau. Donc, en fait, les favelas se sont développées comme des sociétés distinctes, avec un ordre souvent mafieux ou au mieux communautaire, dans lequel les habitants se retrouvent pris, et une très faible communication avec le reste de la ville. Alors, à São Paulo, c'est plutôt en continuum, dans un continuum topographique, alors qu'à Rio, c'est souvent sur les malls, donc sur les espèces de pains de sucre, des reliefs, des collines à pente très raide. Donc la séparation favela, ville normale, elle est très claire, traditionnellement. Donc à São Paulo, c'est le métro, en fait, qui apparaît comme un moyen de désenclavement, et c'est très étrange, en fait. Il faut bien savoir que la classe moyenne brésilienne ne va jamais dans les favelas, a peur des favelas, pas complètement sans raison, hein, et aussi parce qu'elle est mal vue, en tout cas elle pense qu'elle est mal vue par les habitants, pas seulement par les criminels, mais aussi par les habitants, qui défendent aussi un peu leur territoire. Donc c'est très étrange de se retrouver, descendre d'une station de métro, d'un métro qui dessert par ailleurs le centre, et de se retrouver immédiatement dans une favela. Hein. C'est une expérience que d'ailleurs je pense peu de gens ont réellement faite, mais en tout cas l'avantage pour les habitants des favelas, c'est qu'eux se retrouvent connectés au reste de la ville, ce qui en pratique par exemple augmente leur marché de l'emploi, donc augmente leurs opportunités de s'insérer dans une vie économique banale, hein, je dirais. Donc à Rio, c'est différent, et il y a plusieurs projets de téléphériques, ou de funiculaires, ou de télécabines plutôt que téléphériques, qui ont été réalisés, donc qui relient une favela au reste de la ville. Et donc là, on est dans le complexe Uaumã, l'allemand, qui est la plus grosse favela de Rio, et donc il y a récemment un télécabine qui a été ouvert. Vous avez une petite idée là de l'ampleur, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, hein, qui habitent là. Et donc avec plusieurs stations, une assez forte fréquence, donc finalement un vrai transport public qui fonctionne. Donc on peut considérer que là il y a eu effectivement utilisation d'un transport public, peut-être inattendu, pas très cher hein, d'ailleurs, et qui joue son rôle, je dirais, de construction d'une diversité, notamment d'une mixité sociale en actes. Alors, mon dernier point, c'est finalement comment ça se passe, comment c'est perçu, comment ces petits changements, mais qui sont quand même significatifs, sont vus au Brésil. Donc, qui a peur des liens faibles, qui a peur des biens publics. En fait, ça c'est une inscription qui se trouve au pied d'un funiculaire d'une favela qui s'appelle Santa Marta. Donc les riches, entre guillemets, veulent la paix pour continuer d'être riches, et nous voulons la paix pour continuer à être vivantes. Alors, donc là, on voit que cette inscription, elle considère qu'il y a un intérêt commun à ce genre de... Parce que Santa Marta, on a construit un funiculaire, mais on a aussi un peu touristisé la favela, on a peint les maisons en couleurs vives, donc on incite les touristes à y aller. Donc on voit bien là l'idée d'un jeu à somme positive qui serait celui du désenclavement. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et donc je simplifie
la situation, enfin un des plans de conflit classiques, je dirais, au Brésil, qui est qu'on a une classe coloniale. Hein, il faut bien se souvenir que l'Amérique latine, ce n'est pas un continent qui s'est libéré de la colonisation. C'est un continent où les colonisateurs se sont libérés de la métropole pour mieux pouvoir être colonisateurs. Hein, donc c'est une indépendance des riches contre ceux qui leur prélevaient des impôts. C'est une indépendance de libertariens, fondamentalement, hein, dans la phase des indépendances du 19e siècle, avec éventuellement des attentes de secteurs libéraux, de classes populaires qui sont entrés dans le mouvement aussi, mais c'est dans l'ensemble pas eux qui ont gagné. Hein, ce sont plutôt ceux qui voulaient continuer à s'enrichir. Donc l'Amérique latine, c'est par rapport à son niveau de développement, c'est un continent qui est très fortement marqué par les inégalités. Le Brésil étant un des pays les plus inégaux du monde, tout en étant loin d'être un des pays les plus pauvres. Hein, donc c'est un des pays qui, si on met en abscisse la richesse et en ordonnée l'égalité, qui va pas du tout se placer dans la diagonale. Donc, il n'est pas le seul, hein, bien sûr. Et donc on a en fait une droite, enfin, une droite sociologique de gens qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas payer d'impôts et qui veulent se tenir à distance des pauvres. Ça, c'est, je dirais, la tradition de la bourgeoisie latino-américaine. Face à ça, on a une gauche qui n'est pas forcément une gauche populaire, hein, qui est aussi une gauche souvent animée par une partie de la bourgeoisie et qui a eu souvent tendance à incriminer non pas la bourgeoisie intérieure, mais plutôt des forces extérieures, comme les États-Unis. Elle n'a pas toujours eu tort, hein, d'ailleurs, puisque les États-Unis ont été très présents dans une multitude de coups d'État, y compris d'ailleurs celui qui a ravagé le Brésil dans les années 60, 70, jusqu'au début des années 80. Donc il y a une certaine factualité là-dedans, mais en gros, on peut observer une tendance qui s'est peut-être atténuée maintenant, que les États-Unis sont clairement un peu plus à l'extérieur, à ne pas regarder les inégalités du pays, mais à trouver un bouc émissaire extérieur. Et cette gauche conspiratoire, maintenant, elle est un peu prise en porte-à-faux par une troisième tendance, qui est en gros celle que j'ai appelée social-démocrate, donc celle qui est au pouvoir, au niveau fédéral et puis dans une partie des villes, qui consiste donc à augmenter les impôts et à redistribuer, mais aussi à se poser des questions un peu, on pourrait dire, post-social-démocrates, comme la question de l'éducation, mais aussi la question de l'urbanité, c'est-à-dire en fait des biens publics qui sont coproduits et partagés avec l'ensemble de la population, sans que ça soit un transfert direct des riches vers les pauvres, hein, mais quelque chose d'autre qui caractérise aussi les tendances à l'œuvre dans les pays plus riches. Et donc, dans ce cadre-là, les actions publiques en faveur des transports publics sont pas toujours bien vues. Alors, par les riches, parce que justement, ils vont mettre en cause le cordon sanitaire, le no man's land, donc les pauvres vont pouvoir déferler. Hein. Vous savez que c'est un problème qu'on a aussi à Genève, puisque avec le CEVA, la CAIRA d'Annemasse, hein, donc les favelas françaises, vont débarquer à Genève et submerger le quartier de Champel, malgré tous les recours à cause des vibrations que les constructions allaient créer. Ça va se faire, hein, donc on est dans une situation pas si exotique pour nous, mais disons que là ça prend des proportions importantes. Ce qui est intéressant, alors avec mon observatoire, qui est un observatoire plutôt universitaire, donc j'ai visité ou allemand avec des collègues qui sont des amis, qui disaient, alors ça a coûté trop cher, le téléphérique, ça a coûté trop cher, les gens n'ont pas été consultés, on pouvait leur donner bien d'autres choses que ça, qu'un télécabine qui ne sert à rien, et par ailleurs c'est une compagnie privée
qui gère ce télécabine, donc c'est forcément pour le profit, donc c'est pas bien. Hein, donc il y avait un ensemble d'arguments disant à la fois que c'est inutile et de l'argent mal dépensé à plein d'égards. Hein, donc c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aussi dans des projets en Europe, hein, mais je dirais que, en tout cas dans le monde universitaire tel que je le vois en géographie, en sociologie urbaine au Brésil, ce sont des arguments qui sont contestés aussi par d'autres, hein, bien sûr, mais qui sont assez présents. Ce qui est frappant dans l'histoire des télécabines vers les favelas, c'est que il y en a beaucoup en Amérique latine qui se sont construits. Les pionniers ont été, comme vous le savez peut-être, une ville totalement inattendue, Medellín, en Colombie. Vous connaissez peut-être Medellín à cause du nom du cartel de Medellín. Hein. Donc la Colombie a été probablement le pays le plus violent d'Amérique latine, à la fois à cause de la guérilla et de la contre-guérilla, mais aussi à cause d'une violence généralisée. Hein. Il y avait un nombre de meurtres par habitant absolument incroyable pendant les années 90 en Colombie. Et il y avait des kidnappings de chiens, par exemple, qui étaient très à la mode. On a enlevé des chiens contre rançon. Tout était occasion, je dirais, de criminalité. Et on tuait aussi beaucoup de gens dans la rue. Et donc, on a un phénomène assez intéressant en Colombie, c'est que on a une autre gauche, en fait, que la gauche traditionnelle. Donc la gauche traditionnelle, peut-être, elle a été captée pendant un temps par la guérilla des FARC, et ça a laissé un vide sur la scène politique. Enfin, c'est une hypothèse hein, que je fais, pour expliquer pourquoi en Colombie. Et en tout cas, les maires des grandes villes colombiennes, mais notamment ceux de Bogota, qui ont été extrêmement originaux, très très innovants dans leurs propositions, on en a invité un une fois avec PFL, ils ont énormément joué sur la notion de bien public urbain, c'est-à-dire en proposant des changements, en dépensant de l'argent public, mais en essayant de rendre responsable la population de l'usage du bien ou même de la coproduction du bien. Et là, à Medellín, donc ce qu'on appelle Metrocable, c'est donc un télécabine qui dessert une favela, mais qui dessert aussi ce bâtiment noir qui est une bibliothèque, un centre culturel, avec l'idée donc extrêmement volontariste d'attirer les gens de la classe moyenne du bas de la ville vers le haut. Et donc on aurait pu penser qu'un projet donc, conçu à une époque d'une grande violence, ça n'aurait pas marché, que les gens ne seraient pas venus. Ben, en fait, si, en tout cas il en est venu suffisamment pour crédibiliser le projet et pour donner des idées donc, aux villes brésiliennes, notamment à Rio, mais aussi à d'autres villes. Hein. Un cas intéressant, c'est La Paz, donc, en Bolivie, qui est une ville stratifiée par les courbes de niveau, c'est-à-dire que les pauvres habitent à 4000 mètres sur le plateau, un endroit qui s'appelle El Alto, et plus vous descendez, plus vous avez des riches, parce qu'il fait assez froid le soir quand vous êtes à 4000 mètres. Et donc, le gouvernement, je crois que c'est le gouvernement central d'ailleurs, a créé un réseau, en fait, de télécabines qui est déjà en partie en place et qui dessert, là c'est plus que le désenclavement d'une favela, c'est en fait la connexion entre le quartier du Haut qui est devenu en fait la principale concentration de la ville, plus important que le centre historique, et le centre historique est aussi des parties plus aisées. Donc c'est intéressant de voir que le téléphérique, au sens large, renouvelle l'originalité qui avait pu être celle du bus qu'on appelle souvent Milenio en Amérique latine, donc du bus en site propre avec des quais, hein, donc qui a fait aussi école en dehors de l'Amérique latine. Il y en a en Asie par exemple. Et là, on a une originalité
je dirais, latino-américaine qui va peut-être se développer ailleurs. Donc, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que j'ai dit deux Amériques latines. C'est pas les divisions habituelles qu'on fait en Amérique latine. Hein. C'est pas forcément les pays les plus riches qui sont les plus à l'avant-garde. Hein. Les pays les plus riches, c'est ceux et les plus développés aussi en termes d'indicateurs de développement humain. C'est l'Uruguay, c'est l'Argentine, c'est le Chili et c'est le sud du Brésil. Donc, ils ne sont pas complètement absents, mais ils ne sont pas non plus forcément à l'avant-garde. Et on est un peu surpris de voir la Colombie, la Bolivie, même le Venezuela apparaître dans ce cadre. Hein. Donc c'est aussi une incitation à lire les innovations urbaines selon des grilles plus originales et aussi d'insérer tout ce que je viens de dire finalement dans une vision plus générale qui me frappe en matière d'urbanisme, qui est l'intense circulation des best practices, des bonnes pratiques qui, on pourrait dire, donc, circulent dans le monde des villes à la vitesse de la lumière et avec des échanges de méthodes qui sont très très frappants parce qu'on trouve des objets qui, bien sûr, sont aussi singuliers, sont aussi liés à une ville donnée, mais quand même se ressemblent. Et donc, pour terminer sur une comparaison avec ce qui s'est passé avec le Miñoacán ou avec le Parametral, voilà un exemple d'une petite rivière de Séoul, Cheonggyecheon, donc qui était une rivière périphérique où les gens lavaient leur linge. Puis ensuite, il y a eu des industries, elle a été polluée, elle est devenue un égout, on a couvert l'égout, on a construit justement un viaduc autoroutier, et en 2005, on a détruit le viaduc, ouvert l'égout, nettoyé l'eau, réalimenté d'ailleurs le flux d'eau du ruisseau, et installé un espace public qui est maintenant un espace culte, je dirais, c'est le deuxième lieu d'attraction touristique de Séoul. Et donc on peut imaginer maintenant qu'il va y avoir un lieu générique qui serait justement les anciens viaducs autoroutiers urbains transformés en espace public. À Séoul, il y a un autre projet consistant à désaffecter la circulation au viaduc, mais à laisser le viaduc, comme sur le Miñoacán actuellement, donc à en faire un objet qui est aussi un objet patrimonial, hein, parce que là, il a été complètement dépatrimonialisé, hein, c'était un choix. Ils ont fabriqué quelque chose de complètement neuf, en même temps de façon très, très fine, avec des séquences, c'est pas du tout uniforme, c'est très modeste, hein, ils n'ont pas cherché à monumentaliser, à spectaculariser, et du coup c'est assez agréable, mais on peut considérer que c'est un stade encore plus sophistiqué que de ne pas détruire les objets, les infrastructures, et de les réutiliser d'une façon qui reste à inventer, d'une certaine façon, un peu comme ce qui a été décidé à Tempelhof à Berlin, de ne toucher à rien, et c'est aux habitants de transformer le lieu de la manière qu'ils souhaiteront. Voilà, donc je dirais, sinon, si on pouvait caractériser les signaux faibles du post-car world au Brésil, je répondrais par cette phrase, si demain n'existait pas, aujourd'hui serait vraiment pénible. J'ai une question. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'exemple européen, c'est parce qu'il n'y en a pas ou c'est juste un choix pour cette présentation? Je voulais seulement justifier le fait que Post-car World ait financé mon voyage. Donc comme j'étais au Brésil, je parlais du Brésil. Non, c'était
des comptes rendus, je dirais, d'expériences de terrain au Brésil, en fait, que l'objet. Donc, on aurait pu parler de l'Europe, bien sûr. Mais il y a des exemples aussi spectaculaires de ça en Europe. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends? Moi, ça me fait penser à Paris où, sauf erreur, il y a des quais, mais qui sont libérés seulement en été ou seulement le week-end. Enfin, je ne connais pas d'exemple où c'est vraiment fait définitivement de manière plus ou moins non réversible. Voilà, alors j'ai fait le tour un peu, justement, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme exemple dans le monde de viaducs autoroutiers, enfin d'autoroutes urbaines désaffectées ou détruites. Alors il y a un cas spectaculaire à Madrid, d'autant plus spectaculaire que l'autoroute elle-même n'était pas très ancienne. Et c'est un peu la même chose aussi à Shanghai, où dans le lien entre le centre historique et le Bund, pour l'expo, ils ont abattu quelques centaines de mètres d'un viaduc autoroutier qui était lui aussi assez récent en fait. Donc il y a quelques exemples aux États-Unis, à San Francisco par exemple. Il y a en Europe, ça devient assez banal, là j'ai pas fait la liste parce que c'est pas forcément très publicisé, mais d'autoroutes urbaines qui sont transformées en boulevards urbains. Hein. Il y en a effectivement plusieurs, je connais plusieurs cas en France, à Lyon et à Paris, et je pense qu'il y en a dans plusieurs villes en tout cas. Mais là, j'ai pas la liste complète. Oui. Sauf que je pense que l'exemple de Madrid, c'est l'autoroute, c'est souterrain. C'est pas en fait. Oui, le passage de voiture, c'est du là où il y a un parc maintenant, c'est ça, d'accord. Alors que dans l'exemple oui, de cellules complètement enlevées, c'est ça. Sans donner des alternatives. C'est ça, on ne réduit pas la voirie. Alors, il y a effectivement, ça sert. 100 000 voitures par jour passées. Ouais. Ça, c'est juste parce que effectivement, c'est un bon moyen, c'est un bon indicateur de ce que sont réellement les politiques de mobilité, pour le coup. Pas seulement d'espace public, mais effectivement, Marseille est un bon exemple aussi de cas où on a enterré l'autoroute, donc ça a dégagé un espace public intéressant dans une zone centrale près du port, mais on a enterré l'autoroute. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas réduit l'offre de voirie. D'accord, tout à fait d'accord. Il va où le trafic quand on détruit l'autoroute? Alors, justement... il y a un tunnel. Oui, j'avais dit que je reparlerai, j'en ai pas parlé. Pour le paramétrage, celle que j'appelle méchamment la gauche conspiratoire, elle a dit que c'était très mal d'avoir fait ça, parce que les bus qui transportaient les pauvres de la périphérie du nord de Rio vers le sud, ils étaient pris maintenant dans des embouteillages. Donc c'est vrai que dans un système de transport où l'alternative n'est pas évidente, si vous supprimez de l'offre, ça doit se reporter ailleurs. Et du coup, la question de la production d'une nouvelle offre de transport public, elle est cruciale dans ces circonstances-là, ce qui est moins le cas, disons, en Europe, où en général la redondance est un peu plus grande, hein, et où quand on réduit l'offre de voirie dans les villes européennes, ça crée des embouteillages pendant quelques mois, et ensuite ça diminue globalement le niveau de circulation, y compris sur d'autres axes, parce que finalement il y a des gens qui trouvent que c'est mieux de ne pas prendre sa voiture. Hein, donc effectivement, votre question est très pertinente. On est sur un fil du rasoir, et dans un pays très car world comme le Brésil, s'il n'y a pas d'accompagnement par des politiques publiques de transport public intenses, il y a un risque de faible popularité des mesures de ce genre. En fait, en même temps, le paramétral, c'est l'élément d'un changement tellement énorme dans tout le centre que on va vite oublier le paramétral, parce que je pense qu'il va y avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'avec le tram, avec la valorisation, je pense qu'il va y avoir des rues piétonnes. De toute façon, la circulation, elle va être très difficile dans toute la zone centrale. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est ça que si j'ai bien interprété votre question. Moi j'ai compris qu'il fallait bien penser au transport public quand on fait ça, quoi.
Merci beaucoup. Il y a un tunnel maintenant qui va faire la substitution du trafic là-bas, non? Ça, c'est le tunnel qui va connecter l'aéroport à la ligne rouge. Qui n'est pas encore construit. Non, c'est en train de c'est presque fini. C'est presque fini, oui, d'accord. Donc là, alors ok, d'accord. On met en dessous le... Du coup, ça va pas... Bon, c'est plutôt le cas Madrid-Marseille, donc avec un report, mais pas de baisse de l'offre. C'est ça, hein, oui, ils ont sûrement changé parce que je pense que c'est très intéressant votre présentation. Regardez le Brésil d'un point de vue européen. Parce que, oui, Brasilia, c'est vraiment une ville de la voiture. Ça a été très bien fait. Et pour que le transport public fasse la compétition pour être compétitif. Parce qu'on sort de la voiture dessous du bâtiment et arrive en dessous d'un bureau ou quelque chose comme ça, un shopping. La compétitivité de la voiture, c'est très grand en comparaison avec le transport public. Mais je pense qu'avec cette diversité, je suis très heureux d'écouter de cette chose que nous sommes très innovants pour donner même la question de télécabine. C'est une solution très bien. Je suis désolé que des gens disent que ça ne marche pas bien, mais c'est une très importante manière de se transporter dans les favelas. Et qu'ici en Europe, on ne regarde pas dans le centre-ville, seulement dans les montagnes, dans les lieux qui ne sont pas importants, mais ça sera meilleur si peut être utilisé dans le centre-ville. Hein. Il y a une comparaison entre la Suisse et le Brésil de ce point de vue-là, c'est que à Lausanne, on a fabriqué des métros comme si c'était des petites lignes desservant les stations de sport d'hiver avec des voies uniques. Donc une approche un peu décalée d'une autre expérience. Et là, le télécabine que je vous ai montré à Walmain, c'est un constructeur français de remontée mécanique de sport d'hiver qu'il a construit. Hein. Donc finalement, la montagne est une bonne inspiratrice, ou une mauvaise inspiratrice. J'apprécie beaucoup le fait que vous fassiez rentrer dans l'équation Oscar Wilde cette question du patrimoine architectural et infrastructurel. Ça me déclenche deux questions. La première, c'est, en tout cas ce que j'ai pu voir de votre présentation, vous avez commencé avec le patrimoine moderne du Brasilia. Il me semble, je ne sais pas ce qu'il en est pour le Brésil, mais pour d'autres pays, notamment Rio Platane, c'est un peu plus au sud, en Amérique latine, il y a un patrimoine pré-voiture. Il y a eu énormément de trains, notamment, et la situation aujourd'hui, il me semble qu'on va vers un démantèlement, ou en tout cas on continue de démanteler les infrastructures ferroviaires, les gares, qui sont vendues pour devenir autre chose que des gares, les voies sont enlevées, etc. Est-ce que vous assistez à l'émergence d'une prise de conscience que ce patrimoine, s'il n'est pas encore entièrement détruit, peut être réactivé? Ça, c'est une première question. L'autre, toujours sur ça, c'est les expériences en Europe qu'on a pu avoir, finalement, c'est celle de la piétonisation d'un certain nombre de quartiers et ces zones piétonnes qui étaient souvent menées dans une optique très patrimoine commercial et non pas bien public. Est-ce que dans le champ de réflexion d'Oscar Wilde, vous faites aussi une lecture critique de ces opérations, disons, années 90-2000, qu'on a eues en Europe, et qui ne donnent pas du tout les mêmes types de résultats que... Oui, alors, excellente question. Enfin, pour y répondre déjà globalement, et puis en général pour situer mon exposé, les parties de mon exposé qui ne parlaient pas spécifiquement de mobilité, je pense que c'est notre postulat, théorème commun de dire qu'on ne peut pas dissocier justement la mobilité du reste de l'urbain, et que si on touche à la mobilité, on touche à l'ensemble de l'urbanité, et inversement, des politiques visant les changements de la mobilité ont tout intérêt à s'intéresser aussi à autre chose que la mobilité. Hein. C'est un peu ce que j'ai voulu montrer. D'où le fait que, comme vous dites, les villes qui étaient des grandes villes avant les voitures
elles ont quelque chose que les suivantes n'ont pas. Et donc la différence Rio-São Paulo, elle est très intéressante de ce point de vue-là, parce que, en fait, je crois que Rio avait presque 1 million d'habitants en 1900, 800 000, plus de 800 000 habitants, alors que São Paulo n'en avait que 200 000. Et donc ensuite, c'est dans les années voiture que São Paulo a complètement explosé. Et donc ça n'a pas fabriqué la même ville que... alors ensuite Rio aussi a été affecté bien sûr, mais Rio avait cette ville de 1 million d'habitants dont il reste des traces très intéressantes, et c'est celle-là qui est finalement le point de reconquête pour une urbanité avec des métriques autres qu'automobiles. Hein, donc vous avez bien fait de dire ça, d'ailleurs vous me le prenez de la bouche, parce que c'était justement une des choses qui me paraissait mine de rien très importante, hein, parce que vu de loin, São Paulo et Rio, c'est des villes de taille comparable, qui ont cru beaucoup au XXe siècle, donc on dirait c'est le même genre, donc pas tout à fait. Alors, côté patrimoine ferroviaire, ça c'est clair qu'il est intéressant de voir où on continue à supprimer des voies ferrées et où on commence à en construire. Alors, dans le domaine urbain, c'est devenu très rare. Hein. Asunción, justement, la capitale du Paraguay, ça doit être une des dernières villes où on a supprimé les trams. Je ne pense pas qu'on en supprime encore. Et effectivement, si vous regardez dans les villes brésiliennes, les rails intra-urbains, en gros, ils sont sauvés. Par contre, les rails interurbains, c'est toujours pas clair. C'est-à-dire qu'en même temps, au Brésil, on a supprimé la ligne de voyageurs Rio-São Paulo, hein, qui n'existe plus depuis assez peu de temps. Et il y a des projets de trains à grande vitesse, mais qui pour le moment sont encore dans les limbes. Donc, on est dans un moment, je dirais, critique de ce point de vue-là au Brésil. Et ce patrimoine, alors je ne suis pas capable de répondre à votre question. Est-ce qu'il y a un entretien du patrimoine des gares, par exemple, hein? Parce que, par exemple, en Argentine, sauf erreur, oui. On les vend encore. Oui. On les livre pour faire autre chose. Oui. Et à Asunción, c'est intéressant parce que il y a eu pour la première fois une grande opération. On a dit on va apporter du transport dans la ville, on va mettre l'argent là-dedans. Ils ont fait cette grande avenue Costanera qui longe toute la rivière. C'était une reconquête du fleuve, une reconquête des quartiers, etc. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, je m'attendais à voir une promenade au bord du fleuve type Barcelone et je suis arrivé devant une autoroute. Mais c'était déjà perçu comme étant quelque chose de bien puisqu'on allait mettre, disons, de l'argent dans des aménités collectives, etc. Mais ça reste l'automobile, quoi, clairement. C'est en voyageant dans l'ensemble du continent américain, je suis frappé, enfin maintenant que j'ai aussi un tropisme sur la voirie plus important encore qu'avant, c'est le modèle dont j'avais pas saisi toute l'importance culturelle pendant longtemps, de ce qu'on appelle aux États-Unis Parkway. Hein, donc le Parkway, c'est l'idée que maintenant toute la classe moyenne a sa voiture, et donc on va faire des promenades en voiture, donc sur une autoroute, mais qui n'est pas faite pour aller vite, à proprement parler, qui est faite pour admirer le paysage, sans feu rouge. Donc on roule à une vitesse constante, c'est grand, il y a de la place, donc il n'y a pas d'embouteillage. Et à Ottawa, par exemple, ça m'a frappé, et il y a un parkway qui traverse la ville. Et donc, ce que vous dites sur Asunción, c'est ça, hein, le modèle du parkway, il est encore vivace, on peut même encore en créer, même si donc aux États-Unis, il a un peu le plomb dans l'air. C'est plutôt des choses des années 30, 50, 60, mais effectivement, alors si on regarde les villes brésiliennes, il y a un patrimoine magnifique des fronts de mer, en fait, du mouvement moderne au Brésil. Je pense plus qu'ailleurs en Amérique latine, hein, c'est le pays du mouvement moderne, en fait, hein, le Brésil. Il faudrait essayer d'expliquer peut-être pourquoi plus qu'ailleurs en Amérique latine.
enfin, il y a eu des analyses là-dessus, bien sûr. Là, il y a quelque chose qui est peut-être plus facilement récupérable, c'est-à-dire justement le front de mer de Copacabana, finalement, il est aujourd'hui assez mixte, un peu plus pédestre qu'avant, donc la cohabitation avec des voitures qui désormais vont beaucoup plus lentement, avec pas mal de passages pour piétons, elle est pacifique, et donc on voit la possibilité, tout simplement pourquoi? Parce que là, on a eu le bon côté du mouvement moderne, c'est-à-dire la densité. Donc en fait, on a des hauts immeubles qui sont tout près de la mer, dans toutes les villes brésiliennes, y compris hors du centre, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations qui ne sont pas des condominiums fechados, c'est-à-dire pas des ensembles fermés, et donc qui sont logiquement en prise sur la rue, enfin qui se retrouvent dans la rue. Donc on a une pression, y compris avec des immeubles de qualité, hein, c'est pas des endroits pauvres. Parfois il y a aussi des bureaux, donc il y a les employés de bureaux, donc il y a une pression pour un aménagement post-automobile, y compris sur ces fronts de mer ou éventuellement de rivière. Donc peut-être que même pour Asunción, c'est pas fichu. Non, faut voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est présenté comme une avenue côtière, type Copacabana, c'est en fait une rocade de contournement. C'est à ça qu'elle sert, pour pas passer dans le centre-ville. Et il n'y a pas un arbre, il y a des plages, mais on ne peut pas traverser, ça cagnarde. Et surtout, en fait, c'est aussi une question, c'est-à-dire que tout espace public vaste est potentiellement dangereux. Et donc on ne va pas s'y promener en piéton. Moi, j'y suis allé, puis on m'a dit à un moment il faut rentrer parce que après on est sur le long on est à la visibilité, il y a une voiture qui s'arrête, on se fait braquer, et donc ça reste encore. Mais peut-être qu'effectivement ça amorce quand même. Oui, Asunción est vraiment une ville intéressante comme dans l'Amérique latine pauvre, comme un centre dont les riches sont partis. Et il n'y a plus que les pauvres, et c'est impressionnant, le plus grand magasin, enfin j'y suis allé il y a 7 ans, ça a peut-être un peu changé, c'était un magasin qui avait brûlé, et il y avait eu je ne sais pas combien de 100 morts, parce que les issues de secours étaient verrouillées pour éviter que les gens volent, que les clients partent en volant des objets. Et c'était impressionnant qu'on vendait en fait des produits pour l'agriculture dans le grand magasin d'Asunción. Donc c'était les paysans du reste du pays, pas très riches, qui venaient faire leurs grandes courses en ville, alors que la classe moyenne, elle, était dans les quartiers périphériques. Donc voilà un exemple de centre qui n'a pas tenu, hein, et donc depuis apparemment il y a des tentatives de le revaloriser, mais c'est ce qu'on va observer, y compris dans des plus petites villes brésiliennes. Hein, la taille compte. Oui. Oui. Vas-y. Oui, merci bien pour cet exposé très intéressant, surtout parce qu'il nous donne une idée des logiques collectives d'aménagement d'un espace de ces grandes villes, surtout au Brésil. Et je me suis demandé s'il y a une réflexion aussi sur le plan individuel, comment l'individu, comment le sortir de la voiture, où finalement il se sent très en sécurité de ces zones urbaines, surtout planifiées de sorte qu'on n'a même pas besoin d'en sortir. Et puis, ces cabines, est-ce qu'elles marchent aussi? Parce que quelque part, c'est un espace quelque part aussi sécurisant, beaucoup plus petit qu'un métro, que des bus, qui permettent quand même de dépasser ce sentiment d'insécurité dans les zones urbaines comme Rio. Est-ce qu'il y a ce lien justement, comment l'individu perçoit ou va pouvoir quitter la voiture et s'inscrire dans ce projet collectif? Oui, donc, enfin, sans être excessivement évolutionniste, hein, je pense qu'on peut dire quand même qu'on retrouve dans le Brésil d'aujourd'hui des processus qu'on a vus un tout petit peu avant dans des villes européennes, où on
voit que c'est pas dans une approche, je dirais, causale, c'est-à-dire c'est pas la nécessité, c'est pas le prix du pétrole qui est déterminant, c'est des mutations de paradigmes qui sont lentes, mais qui subissent parfois des ponctuations imprévues à cause d'événements de la vie personnelle, de choses, de petits événements inattendus. Et donc, je pense que les Brésiliens, notamment cette grande classe moyenne brésilienne qui est grande utilisatrice de voitures, puisqu'elle peut en acheter, et que pour le moment tout était fait pour elle. Donc effectivement, c'est ce que Fernando disait. Les gens ont tendance d'abord à raisonner de la façon dont il disait, c'est-à-dire bon, pour le moment c'est quand même beaucoup plus simple et efficace d'utiliser sa voiture. Alors pourquoi je me compliquerais la vie? Et alors une des discussions que j'ai eues à São Paulo, c'était il y avait une esquisse de politique publique consistant à limiter le stationnement en faisant payer plus cher. Et donc je sentais chez mes interlocuteurs protecteurs de l'individu contre l'État, disons, une réticence. Pourquoi faire payer plus d'impôts aux pauvres gens qui ne sont pas forcément riches, même s'ils ont une voiture? Et donc moi je disais ce que je crois savoir, c'est-à-dire que la politique urbaine la plus efficace contre les voitures, c'est la restriction du stationnement. En tout cas, dans le passé, jusqu'à présent, c'est ce qui a énormément marché, c'est-à-dire que c'est pas impossible, c'est pas forcément extrêmement cher, mais bon, on a bien vu qu'à Manhattan, les gens ont arrêté de prendre leur voiture, notamment parce que ça devenait compliqué, cher, disons, c'était source de stress. Hein, et donc, on retrouve l'individu. C'est pas que c'est formellement impossible, c'est que la pratique, le côté pratique, à un moment donné, bascule. Hein, et je pense que là, disons, les Brésiliens de la classe moyenne cultivée, hein, ceux qui, en Europe, ont été les premiers à ne plus valoriser la voiture, voire à la dévaloriser, on sent qu'ils sont maintenant travaillés par cette question. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ça leur paraissait une non-question. Maintenant, c'est une question dans un petit groupe. Voilà, donc on peut imaginer les dynamiques. Oui. Alors, merci Jacques pour toutes ces séries de situations que tu nous as montrées. Et puis, aussi de nous avoir focalisé l'attention sur l'Amérique du Sud comme, tu l'as dit, hypothèse, non, au pays de l'urbanisme moderniste. Parce que je pense que c'est une belle narration qui pourrait être formulée autour de cette hypothèse. Chose qui me pousserait un peu, peut-être, à t'inviter, peut-être, à suspendre un petit peu une appréhension politique. Alors, c'est quelque chose que tu trouveras inacceptable. Mais suspendre un petit peu une appréhension politique, juste même dans la réponse que tu as donnée tout à l'heure. Parce que, du coup, ce que tu nous montres, c'est, avant tout, Brasilia, une ville qui était vraiment le produit d'une pensée moderniste complète, à toutes les échelles, qui a engendré une structure de plan, qui s'est appuyée en partie, d'une manière fondamentale, à la motorisation, à la mobilité motorisée, certainement, qui pour l'instant semble résister à une modification post-CAM. C'est pas là, tu dis, qu'on voit des indices. En tout cas, pas dans la partie planifiée. En tout cas, pas dans la partie planifiée. Ce qui laisse ouverte la manière dont celle-là va transiter vers un post-car ou pourrait transiter vers un post-car. Surtout parce que là, tu ne peux pas déclencher des logiques d'inspiration sur la réversibilité, comme tu l'as enclenché sur Rio, parce que la réversibilité de Brasilia, je ne suis pas sûre que voilà. Ça nous donnerait des pistes. Voilà, c'est ça, exactement. Puis après, il y a les restes, les restes. C'est un continent complexe, mais certainement produit aussi par des outils d'urbanisme moderniste qui ne sont pas les plans, mais c'est la séparation fonctionnelle, c'est certainement des standards, c'est des logiques plutôt des normes. Et là, tu nous as montré une série de nouvelles situations
spatiale et des mobilités enchevêtrées les unes dans les autres, non? Et qui semblerait... Alors parfois tu nous as dit, bon, elles sont inspirantes pour le Postcard World, même si elles n'ont pas été forcément liées à une pensée postcard pour la ville. Même certains exemples comme le téléphérique, alors peut-être que je n'ai pas bien compris, mais j'ai eu le sentiment que c'était plus de l'ordre d'une politique de favorisation de la mobilité par transport public plutôt que du politique de découragement de la voiture. Ou même plutôt, en fait, les téléphériques, c'est plutôt une politique de désenclavement des favelas. C'est ça, voilà, le cœur. C'est réintégrer les pauvres dans la ville. Oui. C'est ça le but. Donc, c'est pas les postcards, non, même pas souterrain. Donc là, par contre, il y a vraiment des prototypes, des situations qui peuvent être extrêmement inspirantes, au même titre qu'à mettre en dialogue avec la parcours et les autres inventions prototypes du postcard. Et c'est pour ça que là, je pense qu'à ce moment-là, si tu veux les utiliser comme inspiratrices, à ce moment-là, peut-être il faut comment on peut dire, les dissocier d'un contenu trop directement politique et de les voir vraiment comme les possibilités vraiment qu'elles ouvrent en termes vraiment d'enchevêtrement, mobilité, spatialité et urbanité, chose qui est fondamentalement. Ça, je suis en train de juste moi-même de trouver une ligne. Non, avec l'idée, tu veux dire que la société civile, même sans les politiques publiques, elle peut s'approprier ces inspirations. Qu'au final, tu nous as montré. De toute façon, comme ça ne découle pas d'une pensée postcard, les exemples tellement inspirants que tu nous as montrés, et ils découlent plutôt peut-être des bricolages qui s'est constitué avec des possibilités, des politiques. Peut-être que les cadres politiques à travers lesquels ils apprendaient, il est encore, je ne dis pas qu'il est à construire, mais il n'est pas préétabli, quoi. Donc, c'est qui... Non, alors peut-être que je me suis exprimé parce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai traité, c'était pas mon sujet, mais il y a quand même des décisions politiques. Faire un télé, ça coûte quand même des centaines de millions de francs. Donc c'est pas rien politiquement, mais néanmoins, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas central dans la pensée politique, et je trouve que c'est plus intéressant de prendre ces politiques publiques comme un symptôme, comme un indicateur que la société, elle bouge, elle hésite, elle se demande, politique compris. Hein, donc c'est pas du tout la politique qui pilote, autant Lula, il a fait une politique social-démocrate, les prélèvements obligatoires sont passés de 20 à 35% pendant ses mandats, un truc spectaculaire qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Donc ça, c'était le cœur de sa politique. Car, post-car, mobilité, c'est un truc qui est sur la périphérie de leur pensée, tous ces gens-là, y compris, alors qu'en Europe, c'est moins périphérique. Ça l'a été d'ailleurs autrefois, et maintenant ça l'est moins. Donc c'est tout à fait exactement. Le politique est presque, comme on dit, le bonheur viendra de surcroît, le politique vient après dans cette histoire. Et du coup, c'est intéressant de le voir comme un indicateur que des choses ailleurs ont changé. Absolument. Oui, et on va peut-être... c'est pas que je m'ennuie, hein, mais il faut qu'on travaille aussi. Vas-y. Durant ta présentation, ça me fait beaucoup rappeler le cas d'Istanbul, surtout une sorte de favela qui est la construction illégale et qui se trouve notamment au centre-ville ou dans les périurbaines. Et à chaque fois qu'on voit, en fait, dans le cas d'Istanbul, il y a un transport public qui va dans ces endroits-là, c'est pas vraiment pour désenclaver cette situation ou leur situation, mais c'est plutôt en fait des signes qu'ils ne peuvent plus rester là-bas, en fait. C'est des signes, en fait, des nouveaux projets de régénération ou... pour les expulser, tu veux dire? Voilà, pour les expulser. Et voilà, je me demandais si ça peut être vraiment le cas, et s'il y a des projets, en fait, qui est des expulsés, expulser en fait toute cette population mal vue, disons. Oui, alors ça c'est intéressant. Disons que dans le cas des favelas
de Rio ou de São Paulo, elles sont tellement massives que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de risque de gentrification. Sauf que, effectivement, on a dans une partie des milieux intellectuels, que j'appelle méchamment conspiratoires, il y en a quand même qui ont dit ça. Il y en a qui ont dit c'est très critiquable le télécabine parce que ça va augmenter le prix du sol. Donc les pauvres vont être chassés ailleurs, hein, alors qu'on est en plein dans l'autoconstruction. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que on peut imaginer, parce que en fait les favelas c'est un milieu très très intéressant, hein, j'en ai visité plusieurs notamment avec des gens qui y habitent, et il y a une spéculation immobilière en fait dans les favelas, c'est-à-dire que le prix du sol existe, il y a un prix du sol, et il y a des gens qui achètent des petits appartements, puis des immeubles, qui les revendent, hein, donc, et ils font peut-être beaucoup d'argent, comme on sait, on fait beaucoup d'argent avec les pauvres, hein. Les subprimes c'était ça. Et donc l'équivalent dans les favelas, c'est un business non négligeable. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont mieux placés que d'autres, et on peut imaginer que ceux qui sont proches des stations de télécabine, elles ont, le prix du sol va y augmenter, donc ça créera peut-être des éléments de polarisation qui n'existaient pas jusqu'à présent, et effectivement il commence à y avoir des hôtels dans un petit nombre de favelas à Rio. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on va élargir le spectre à la fois des fonctions et des populations. Mais disons que on est loin du compte. Une dernière question? Une toute dernière, c'est pour prendre un peu le contre-pied. Moi j'ai l'impression que c'est pas assez politique. Et je trouve intéressant que tu montres un peu des signaux faibles, mais on ne sait pas, ils sont assez forts parfois architecturalement parlant. Alors je me demandais si, d'abord, est-ce que c'est une approche, une technique ou une manière de procéder que d'avoir des réalisations spectaculaires, un peu des modèles, dont l'idée que peut-être ça va suivre derrière, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faudrait en Europe comme réalisation phare, disons, pour peut-être conduire à autre chose, post-carbone éventuellement. C'est la plus difficile à la fin, c'est pas très charitable. Non, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une dimension symbolique, volonté d'entraînement, et avec le risque qu'il n'y ait pas d'entraînement, hein, justement. Il ne faut pas sous-estimer ça, hein, parce que justement, le conservatisme au Brésil, il n'est plus tenable dans un discours qui s'affiche en disant les pauvres restent entre eux et qu'ils ne viennent pas nous embêter. On ne peut plus dire ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le pense pas. Hein, et donc l'idée de donner un os à ronger à ceux qui voudraient une ville mélangée et puis de s'arrêter rapidement, je suis sûr qu'elle traverse l'esprit de plus d'un. Hein, donc c'est vrai, néanmoins on peut considérer qu'il y a beaucoup d'éléments systémiques finalement, et notamment à l'échelle mondiale, par exemple la conscience écologique, les best practices de l'urbanisme mondial, qui quand même poussent. Hein, c'est quand même fascinant quand on voit des quartiers, les endroits où on fait de la publicité pour un nouveau quartier, pour une nouvelle opération. Dans le monde entier, c'est quand même fascinant à quel point ça se ressemble. Comme les discours se ressemblent. Et donc c'est aussi parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les idées circulent. Donc je pense que ça va quand même au-delà du signal, du symbole. Mais, par contre, en Europe, je pense que ce qui est intéressant en Europe, c'est qu'il y a une espèce de gentleman's agreement entre les différents modèles d'urbanité. Ils sont d'une certaine façon compatibles. Si vous voulez de la faible densité, si vous voulez un jardin privé, vous allez dans le périurbain. Si vous voulez de l'animation, vous allez dans le centre. Et donc, c'est pas vers une évolution de type basculement révolutionnaire, je dirais, qu'il faut
qu'on peut imaginer s'orienter, c'est plutôt vers des prises de conscience très individuelles. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les activer avec des actions publiques ou collectives, mais je pense que c'est... moi, je suis de plus en plus convaincu que en fait, l'urbanisme, c'est pas du projet, c'est de l'expérience. Et donc, ça n'empêche pas de faire des projets, mais que ce qui est le plus important, c'est de permettre aux habitants de faire l'expérience de quelque chose, et que c'est cette expérience qui va les changer, et à ce moment-là, ils changeront peut-être d'idée aussi. Et donc je ne réponds pas à la question, mais pour avancer d'un cran, je dirais, quelles seraient les expériences à proposer aux habitants qui les fassent bouger, avancer à la case suivante. Merci beaucoup.